proposons un regard croisé où la question sera vaste, complexe, mais pas moins intéressante, à savoir l'innovation technologique peut-elle sauver la planète ? Alors, c'est vrai que face au réchauffement du climat, de nombreux responsables politiques et économiques parient sur l'innovation technologique comme principal levier de diminution de nos gaz à effet de serre. Par exemple, dans le cadre du plan France 2030, on évoquait l'avion bas carbone, ou encore les véhicules électriques, la robotisation de l'agriculture, ou encore l'hydrogène. Mais la vraie question qu'on va se poser ce matin, c'est les ingénieurs, la technique, la technologie, peut-elle résoudre les problèmes environnementaux ? Nous allons tenter de répondre à cette question grâce à nos trois invités aujourd'hui. Donc, Allegra Kowaleski, qui est investisseuse privée à Breakthrough Energy. Malheureusement, elle n'a pas pu se joindre à nous en présentiel, mais elle nous suit, elle participe à distance depuis Bruxelles. Ensuite, Philippe Aguillon, économiste et professeur au Collège de France. Et enfin, Antoine Chalot, qui est directeur général et commercial de l'entreprise française Rossi Solar. Donc, bonjour à vous. Merci de participer à ce regard croisé. Alors, on va commencer, Philippe Aguillon, avec vous. Il serait intéressant, je pense, de faire un petit tour de table des tendances qui sont celles des innovations vertes, puisque quand on dit innovation, toute innovation n'est pas verte. Donc, est-ce que vous auriez des statistiques à nous donner, des tendances qui montreraient quelle est la part, en fait, des technologies vertes dans l'ensemble des innovations, en France, en Europe, aux États-Unis, éventuellement en Chine ? Avez-vous connaissance de cela ? Je n'ai pas un chiffre exact. Ce que je peux vous dire, c'est que ça augmente par rapport aux innovations pas vertes. Voilà, il y a une tendance à une augmentation relative de la part des innovations vertes. Mais maintenant, il y a différents types d'innovations vertes parce que vous avez des innovations d'atténuation pour trouver des nouvelles sources d'énergie, c'est-à-dire qui ralentissent le réchauffement climatique, pour trouver des nouvelles sources d'énergie qui soient propres ou bien pour produire avec moins d'énergie. Ça, c'est des innovations d'atténuation. Vous avez des innovations d'adaptation. Les digues, l'air conditionné, voilà. Ça, et puis vous avez maintenant, il y a des gens qui travaillent sur des systèmes d'amélioration. Alors, je sais que ça, si je mentionne ça, ça peut paraître un peu loufoque, mais par exemple, le département de physique de l'université d'Harvard travaille sur des techniques pour refroidir l'air, par exemple la géo-ingénierie. Mais il y a d'autres techniques, aussi les abat-jours spatiaux. Et ben voilà, ça c'est encore une autre voie. Mais c'est surtout l'atténuation et l'adaptation. Donc il faut les mettre un peu tout ensemble et dire voilà, qu'est-ce que j'appelle innovation verte. Et voilà, mais c'est tout cet ensemble. Mais enfin, la tendance est quand même à une augmentation de la part des innovations vertes. Oui, parce que vous disiez lorsqu'on a préparé ces entretiens qu'il y avait Oui. un problème de mesure en réalité. Est-ce que c'est à dire que ça devient un enjeu géopolitique de tricher sur la part justement de ces innovations vertes dans l'ensemble des innovations, à la participation de ces innovations vertes dans le PIB ? Oui, parce que l'innovation, c'est toujours compliqué. On peut le mesurer par les brevets. Alors, vous savez qu'il y a des brevets plus ou moins importants. Il y a des brevets triadiques, par exemple, qui sont des brevets qui sont répertoriés à l'office japonais, l'office américain et l'office européen. Ça, c'est des brevets importants. Tu as des brevets moins importants, ou tu as des brevets plus cités ou moins cités. Donc déjà, tu as toute la métrique des brevets. Maintenant, on utilise beaucoup du texte aussi pour voir dans quelle mesure un brevet, une innovation est fondamentale ou incrémentale. Donc déjà, au niveau de la métrique des brevets, mais ce que tu peux regarder, c'est peut-être l'impact que ça a sur les émissions de CO2. Donc ça, tu peux dire, voilà, il y a eu tel brevet, telle technologie, quel est l'impact sur les émissions. Donc effectivement, il y a un problème de mesure, mais en général, on n'utilise jamais une seule mesure, on utilise plusieurs et on essaie de voir ce qui se passe. Et un des gros problèmes, c'est est-ce que l'Europe, par exemple, va pouvoir produire des innovations de rupture, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Comme vous le savez, on a un gros problème en Europe de faire de l'innovation de rupture par rapport aux États-Unis et même maintenant à la Chine. Oui, hier, un intervenant de dire, en gros, aux USA, on innove, en Chine, on copie, et puis en Europe, on régule. Voilà, donc il y a toute la question. Il y a plusieurs. C'est intéressant parce que la Bocconi a publié un rapport. Et également, Mario Draghi travaille sur un autre rapport. Il y a vraiment le souci en Europe, et ça, c'est un sujet plus global que pourquoi on ne produit pas assez d'innovation de rupture en Europe. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Voilà. Et le logiciel Maastricht, politique de concurrence, budget européen, tel qu'il est appliqué, il ne faut pas dire qu'il faut le mettre à bas, tel qu'il est mis en œuvre, pour le moment, ne permet pas de générer l'innovation. Donc c'est un sujet plus global que l'innovation verte, hein, évidemment.
Merci Philippe pour ce premier constat donc, sur les tendances en termes d'innovation verte dans le monde. Donc maintenant, on peut donner un exemple d'entreprise française qui prend le parti de la planète, qui a pris le parti de la planète, Rossi Solar. Donc Antoine, premièrement, pouvez-vous nous rappeler quel est votre cœur de métier? Et ensuite, vous êtes particulièrement sensible à l'approche cradle to cradle, qui veut dire berceau à berceau en français. Qu'entendez-vous par là et en quoi votre entreprise s'inscrit-elle dans cette démarche? Merci pour votre accueil. Chez Rossi, on est une société qui a développé des technologies qui les met en œuvre pour recycler les panneaux photovoltaïques. Quand on dit recycler les panneaux photovoltaïques, ça veut dire récupérer l'ensemble des matériaux qui ont de la valeur, qui sont inclus dans les panneaux photovoltaïques. Alors, il y a des matériaux assez communs comme le verre, il y a de l'aluminium, du cuivre, mais il y a des matériaux assez spécifiques à cette industrie, à haute valeur ajoutée, que sont le silicium et l'argent. Et Rossi, on est la première société dans le monde à recycler ces matériaux à l'échelle industrielle. Donc on a développé cette activité. C'est une innovation dans le sens où d'abord c'est une capacité à faire de la recherche technologique et à montrer que c'est faisable, et puis ensuite à le faire passer dans l'économie réelle, c'est-à-dire créer des unités de production industrielle, donc des lignes de recyclage qui sont capables de recycler ça. Qu'est-ce que ça implique? Aujourd'hui, l'économie traditionnelle, pour les panneaux photovoltaïques, mais c'est le cas de la quasi-totalité des filières industrielles, excepté les quelques-unes citées par Paprec tout à l'heure, c'est on prend des ressources dans l'environnement, on les transforme, on les purifie éventuellement pour atteindre un certain niveau de performance, et puis on en fait un produit. Donc on part du berceau de la matière, et à la fin de vie, on arrive au tombeau de la matière, donc on le remet dans l'environnement sous forme de décharge. Ça, c'est historiquement. Maintenant, on les brûle ou des choses comme ça. L'approche du berceau au berceau, c'est-à-dire on a prélevé cette ressource dans l'environnement, on l'a transformée, on a donné vie à un premier produit, et à la fin de la vie de ce premier produit, il s'agit d'aller redémarrer un cycle de production d'un nouveau produit, et donc on retourne au berceau d'une autre vie. Alors cette vie, ça peut être le même type de produit. C'est généralement pas le même produit exactement parce que les besoins ont évolué, les produits ont évolué entre-temps. Pour un panneau photovoltaïque, il peut durer 20 ou 30 ans. Donc vous imaginez que le futur panneau photovoltaïque ne ressemble pas à celui qui a été produit il y a 20 ou 30 ans. Mais ça peut aller dans d'autres industries, c'est-à-dire créer la vie d'un autre produit autre part qui nécessite aussi ces matériaux-là et qui a besoin de ces matériaux et de réduire son impact environnemental en limitant le prélèvement de ressources dans l'environnement. Et donc cette approche-là, ce que ça permet, c'est deux choses principalement. D'abord, c'est de réduire la consommation de ressources naturelles, et ça c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est que ça permet de réduire la consommation d'énergie pour avoir ces produits à un certain niveau de performance. Et donc ça rejoint aussi la question de la consommation d'énergie et l'efficacité énergétique de nos économies. Okay. Et pour préciser un peu ce que fait Rossi Solar, donc quelle est la part du panneau, si on prend un panneau solaire, quelle est la part du panneau qui est recyclé en pourcentage? Et voilà, donc vous dites que vous recyclez, quels sont les matériaux que vous recyclez du panneau, et une fois qu'ils sont recyclés, que deviennent-ils? Est-ce que vous les recyclez? Enfin, a priori, vous ne les recyclez pas en panneaux solaires. Donc pourquoi et dans quel type d'entreprise ils vont ensuite? Alors, la première question, c'est la part du panneau solaire. Si on prend un panneau solaire, la part qui est recyclée. Malheureusement, souvent, les gens veulent savoir en masse combien de pourcentage d'une masse est recyclée, sans dire quels matériaux sont recyclés et sans dire qu'est-ce qui est fait du matériau recyclé. Alors, légalement, en Europe, aujourd'hui, broyer un panneau photovoltaïque et le mettre en sous-couche routière, c'est-à-dire la couche de stabilisation à la place des graviers, ça s'appelle du recyclage, parce que c'est une réutilisation des matières premières pour un autre usage. Malheureusement, légalement, c'est du recyclage. Donc, ce qui est important, il y a deux choses. Première chose, c'est quels matériaux sont réutilisés et pour faire quoi. Alors, dans les matériaux qui sont recyclés par Rossi, donc les métaux, généralement, ils sont assez bien recyclés, c'est-à-dire qu'ils repartent dans des filières traditionnelles. Ils viennent vraiment remplacer les mêmes métaux qui existent, et c'est déjà assez établi. L'aluminium, le cuivre, même l'argent, c'est fait. La question, c'est d'arriver à l'extraire du produit. Et donc ça, nous, les métaux, on est à des taux de 99% de recyclage.
On recycle le verre des panneaux, qui est le gros de la masse, c'est 70% de la masse. C'est pas beaucoup de valeur. Économiquement, c'est pas notre driver. Par contre, ça retourne dans des applications de verre flotté, donc c'est-à-dire le plus haut niveau de produits verriers qu'on puisse faire pour faire des vitres de bâtiments, des pare-brises d'automobiles, des choses comme ça. C'est vers ce type d'application qu'on va, alors qu'aujourd'hui, les gens qui recyclent des panneaux photovoltaïques, le verre généralement ne retourne pas dans la filière verrière, ça remplace des graviers, quoi. Et le dernier matériau, et ça c'est le plus dur à recycler, c'est le silicium, parce que le silicium, ce qui est important, c'est la pureté. On a une très grande pureté du silicium dans les panneaux photovoltaïques, c'est qu'une toute petite partie de la masse, c'est 3%. Par contre, ça a beaucoup de valeur. Et donc la difficulté, c'est de le séparer, de garder la pureté, de le remettre dans un usage qui a besoin de cette haute pureté. Alors ça peut être le photovoltaïque, mais on ne va pas dans le photovoltaïque, nous, parce que malheureusement, en Europe, l'industrie s'est complètement arrêtée ces 15 dernières années. Donc on va et on ne voudrait pas le renvoyer en Chine pour remplacer des matériaux en Chine. Ça ne nous paraît pas avoir vraiment de sens économiquement et environnementalement. Par contre, on va dans d'autres applications, la microélectronique, les batteries automobiles, etc., qui ont besoin aussi de silicium et qui en font un usage qui nous paraît pertinent lui aussi. Merci pour cette présentation. Alors, je crois qu'Alegra Kowalewski nous a rejoint. Bonjour Allegra et merci d'être là en visio avec nous. Alors, votre métier à vous consiste à proposer des montages financiers afin de permettre les investissements et le déploiement de technologies vertes. Pouvez-vous nous en parler en quelques mots, sachant que, évidemment, dans ce que vous nous avez évoqué, Monsieur Chalot, Antoine, on sent bien que ce recyclage a un coût et que qui dit coût, ça nécessite des investissements et ça pose la question du financement, qui est crucial. On est quand même dans des questions économiques aussi et pas seulement écologiques et éthiques. Alors, Allegra, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des avantages, des obstacles que vous rencontrez dans ces montages financiers pour permettre justement le déploiement des technologies vertes, pardon. Vous m'entendez ? Bonjour à tous. Je vais d'abord vérifier que vous m'entendez aussi. Oui, parfaitement. C'est le cas ? Fantastique. Merci beaucoup. Toutes mes excuses si je suis effectivement à Bruxelles. Il y a des travaux sur la ligne, donc j'ai été empêchée d'être parmi vous aujourd'hui. Mais ravie d'être là, même si c'est en remote. Donc, pour répondre à votre première question, donc Breakthrough Energy Ventures, c'est un groupe qui a été originellement fondé par Bill Gates et dont la mission est en fait d'investir et de soutenir le développement d'innovations de rupture pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc toute notre thèse d'investissement est articulée sur une métrique qui est la suivante, qui est on ne regarde et on essaye d'accélérer des innovations qu'à partir du moment où on voit qu'elles comportent un potentiel de 0,5 gigatonnes CO2 équivalent chaque année qui peuvent être évités ou mitigés grâce à l'adoption de cette technologie. C'est un métier qui est assez particulier. Pour deux raisons. Le premier, c'est qu'il a beaucoup de sens dans l'état actuel des choses, mais il est un peu particulier parce qu'on est souvent considéré comme des financiers, alors que la majeure partie de mes collègues sont en fait des ex-doctorants ou des ex-industriels qui ont vraiment une expérience de terrain et qui ont la capacité de vraiment aller au bout d'une analyse technologique. Donc, ils vont chercher à comprendre les tenants et aboutissants d'une technologie. Et à partir de là, ils vont essayer en fait de dériver une thèse d'impact pour vérifier qu'on peut effectivement mitiger à 1% des gaz à effet de serre grâce à l'adoption de cette technologie. Mais de manière beaucoup plus importante, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont traduire une approche technologique en une équation économique. Parce que l'innovation pour l'innovation intrinsèquement, ça ne suffit pas à sauver la planète. Il faut effectivement des innovations qui font un sens économique et qui peuvent à un certain moment être compétitives avec la façon dont nous transportons, nous construisons, nous mangeons aujourd'hui. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc en fait, la majeure partie de notre équipe n'est pas constituée d'ex-banquiers, d'ex-financiers, etc.,
mais en fait de gens qui ont une expertise technique excessivement pointue et qui peuvent faire tout ce travail d'essayer de comprendre les tenants et aboutissants de cette innovation technologique, de la traduire dans une thèse d'impact et de la traduire dans une équation économique. Maintenant, si on passe à la deuxième partie de votre question sur les structures de financement, ce qui est plus difficile dans en fait, le financement d'innovation technologique qui ont trait au climat, c'est que en fait, il faut réinventer un certain nombre de procédés de base qui sont des procédés industriels ou des matériaux qui sont considérés comme des commodités. Et donc, ce sont des processus, fondamentaux, et d'autre part, ce sont des produits et services qui sont généralement, qui souffrent de toutes petites marges. Donc, c'est difficile de trouver des modèles d'affaires qui soient rentables, et c'est aussi très difficile de les développer aussi rapidement qu'on développerait par exemple un software. Donc là où l'industrie du venture capital a eu un énorme boom avec tout ce qui a trait aux technologies digitales, c'est beaucoup plus facile, pour ainsi dire, de développer un software dans le garage de ses parents avec une petite mise de fonds. C'est beaucoup plus difficile de réinventer un process industriel par le biais duquel on va aboutir à un ciment zéro carbone sans avoir des dizaines de millions et un équipement industriel y afférent. Et donc c'est là que réside en fait tout le défi en matière de structuration financière. C'est la partie modèle d'affaires et c'est la partie trouver des investisseurs qui sont peut-être un peu moins sensibles à l'horizon de temps, qui sont un petit peu plus patients compte tenu de l'impact attendu de ces technologies. Merci. On voit bien dans ce que vous dites qu'il y a plusieurs conditions en réalité pour qu'une innovation verte émerge et dure et soit rentable économiquement. On comprend bien qu'il y a la question technologique, mais précisément sans financement, c'est impossible. Donc ça nous amène à réfléchir justement au contexte, n'est-ce pas, aux conditions qui sont nécessaires pour qu'une innovation verte émerge. Effectivement, maintenant, on peut s'interroger sur le cadre légal et les conditions qui sont mis déjà en place ou peut-être à mettre en place pour une croissance plus soutenable, plus respectueuse de l'environnement et, comme on disait, qui préserve nos ressources. Donc peut-être, Philippe, vous pouvez peut-être répondre à cette question. À votre avis, quelles sont les institutions nécessaires à cela, pour à la naissance d'innovation verte, et aussi peut-être faire évoluer les comportements, comme on le disait dans la conférence juste précédemment? Il y a différents outils. Je pense qu'il y a un rôle de l'État. Et il y a un rôle il y a un rôle de l'État et il y a un rôle de la société civile. L'État a différents instruments. D'abord, la taxe carbone est un instrument incontournable. Je veux dire, voilà, donc je ne veux pas du tout apparaître comme quelqu'un qui ne croit pas dans les vertus de la taxe carbone. Quand on augmente le prix du carbone, ça incite les entreprises à innover davantage dans les technologies vertes. Ça, c'est absolument avéré. Il y avait des travaux de POP, PO2P. Moi, j'ai fait des travaux moi-même avec Van Rienen et d'autres, David Emous, Ralph Martin et d'autres, Antoine de Chez-le-Prêtre qui est à l'OCDE, et on a montré la même chose. Enfin, c'est flagrant, quoi. Le prix du carbone, c'est un incitant formidable à l'innovation verte. Voilà. Donc déjà, mais ce n'est pas le seul. Et il faut également une politique industrielle verte, le soutien à l'innovation verte, et plus généralement une politique industrielle verte. Les Américains, ils ont fait l'IRA. Alors l'IRA, il y a des bons et des mauvais côtés, mais les Américains, ils se reposent davantage sur la politique industrielle. Nous, en Europe, on croit davantage à la taxe carbone. Moi, je pense que la vérité, elle est dans les deux. Il faut combiner les deux. Il faut faire de la politique industrielle comme les Américains font, et il faut également faire de la politique du prix du carbone. Pourquoi il faut deux jambes? C'était une grande discussion quand dans le rapport Blanchard-Tirole. C'est parce qu'en fait, il y a au moins deux sources d'externalité, deux sources d'inefficacité. D'un côté, il y a l'externalité environnementale. Quand je pollue, je ne prends pas en compte
les externalités que ça a sur les autres, mais il y a l'externalité technologique qui est celle due sur le fait que si j'ai beaucoup innové dans des technologies polluantes dans le passé, je tends à innover spontanément dans des technologies polluantes dans le futur. Et si je suis dans un environnement où beaucoup de gens innovent dans des technologies polluantes, eh ben, je tends à innover davantage dans des technologies polluantes. Il y a des externalités technologiques. En général, en économie publique, quand il y a 2 sources d'inefficacité, il faut 2 instruments. C'est pourquoi la taxe carbone, ça ne suffit pas. Il faut également eh bien, une politique industrielle verte. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. Il y a également un rôle de la société civile. J'ai fait des travaux avec Benabou et Alexandra Roulet et Ralph Martin qui montrent que quand les entreprises opèrent dans un environnement où il y a une plus grande demande des citoyens, des consommateurs pour du vert, eh bien, elles innovent davantage dans le vert. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai s'il y a davantage de concurrence dans le pays. Voilà. Si par exemple, on a calculé que si on revenait, si on augmentait la concurrence d'autant qu'elle a augmenté depuis 15 ans, et que la willingness to pay des consommateurs était la même que ce qu'elle était avant la crise financière, parce qu'après ça a un peu réduit avec la crise financière, ça serait l'équivalent de 4 fois l'augmentation du prix du carbone qui a conduit aux gilets jaunes. Donc cette force-là, qui est de dire c'est les consommateurs, et notamment avec une politique de concurrence soutenue. Pourquoi la concurrence, ça accroît? Parce que, mettons que vous êtes vertueuse et je ne le suis pas. D'abord, j'opère, je suis monopole. Alors moi, j'innove, je veux quand même aller un peu dans le vert parce que j'ai des consommateurs qui veulent du vert, mais pas énormément. Et puis tout d'un coup, vous arrivez, je dis, oulala, maintenant, il faut vraiment que j'innove dans le vert parce que sinon, je vais perdre mes consommateurs, ils vont venir chez vous. C'est pour ça que la concurrence est évidemment exacerbe l'effet de la pression des consommateurs sur l'innovation. Ça, c'est des leviers également supplémentaires qui s'ajoutent aux leviers de la taxe carbone et de la politique industrielle verte. Donc, il y a un rôle pour l'État. L'État, c'est taxe carbone, politique industrielle, politique de concurrence. Mais il faut également, il y a le rôle des consommateurs et plus généralement de la société civile, également les shareholders. On parle beaucoup maintenant de responsabilité sociale d'entreprise et donc il y a tout le débat là-dessus. Mais je crois que voilà, il y a tous ces leviers pour induire davantage d'innovation verte. Mais c'est intéressant de voir qu'il faut la concurrence et il faut la politique industrielle. Et en Europe, le gros problème, c'est qu'au nom de la politique de la concurrence, on s'est toujours opposé à toute forme de politique industrielle. Il faut revenir là-dessus. Il faut des DARPA. Et nous n'avons rien en Europe qui s'approche d'une DARPA. Ce qui est très bien le rapport de la Bocconi, c'est que l'Institut européen d'innovation n'est absolument pas une DARPA. Elle aide essentiellement des PME existantes qui sont très bien, mais qui font essentiellement de l'innovation incrémentale. Et nous n'avons pas en Europe rien qui s'approche d'une DARPA. Absolument rien. Et ça, c'est vraiment fondamental, notamment dans le domaine de l'énergie, de la transition énergétique. Bah précisément, oui. Parce que ça réconcilie, la DARPA réconcilie la politique industrielle et la concurrence. La DARPA, l'argent vient d'en haut, vous avez des chefs d'équipe des ministères, l'argent vient des ministères, vous avez des chefs d'équipe, et ensuite ils sollicitent des projets concurrents. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans la DARPA un mélange de haut en bas et de bas en haut. Et la partie bas en haut, c'est concurrentiel. C'est une politique, c'est une manière de faire la politique industrielle qui est pro-concurrent. On l'a vu avec les vaccins. La BARDA, la Biomedical Advanced Research and Development Authority, qui a développé les vaccins, on a vu qu'il y avait plein de laboratoires de vaccins. Donc il y avait la concurrence, mais il y avait quand même une impulsion qui venait d'en haut du gouvernement américain. Vous voyez, c'est cette manière moderne de faire la politique industrielle qui est pro-concurrence. Et nous n'avons pas ça en Europe, malheureusement. Alors justement, pour nous en parler un petit peu, Allegra, vous avez travaillé à la BEI, vous travaillez en partenariat avec la BEI, et vous pouvez nous parler davantage, vous également, du Green Deal. Par exemple, quelles politiques publiques concrètement sont mises en place qui sont censées faciliter les innovations vertes? Donc, selon Philippe Aghion, il n'y en a pas assez, ou non, pas du tout. Quel est votre regard, vous qui avez quand même été un peu plus à l'intérieur, je dirais, des discussions, qui avez participé à ces discussions au sein de la BEI? Alors, je suis assez d'accord avec le point de vue qui vient d'être partagé, mais je serais un tout petit peu plus nuancée. C'est-à-dire qu'en Europe, effectivement, on devrait avoir une DARPA, mais il y a quand même énormément d'innovation disruptive qui a lieu, qui prend place. Et la qualité de l'innovation européenne n'a pas à rougir devant celle de l'innovation américaine. La difficulté qu'on a, c'est faire sortir cette innovation des universités, des centres de recherche, de telle sorte à trouver un modèle d'affaires qui fonctionne,
et de la faire adopter en fait par l'industrie. Dans le cadre des discussions avec la BEI et des chefs d'industrie, en fait, j'ai entendu quelque chose que j'ai trouvé assez marquant, qui était le CEO de BASF, qui est quand même une entreprise qui compte des dizaines de milliers d'employés, qui a dit je n'arrive pas, avec les ressources dont je dispose, qui est quand même un joyau de l'industrie chimique allemande, je n'arrive pas à arriver au bout de toutes les législations et les régulations que vous publiez pour légiférer sur l'industrie chimique et comment elle doit fonctionner. Alors, venez pas maintenant me parler de comment rendre la chimie verte. Et j'ai trouvé ça très interpellant et je pense que ça revient à une remarque qui a été faite précédemment. En Europe, on a souvent des excellentes idées. On était finalement les premiers à avoir un marché du carbone, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais par contre, on est très mauvais à l'implémenter. Donc, on fait des choses beaucoup trop compliquées. Et du coup, on pâtit de cette implémentation qui est beaucoup trop complexe et qui écrase en fait ces jeunes pousses, ces jeunes innovations qui mériteraient d'être déployées à l'échelle. Donc, d'après vous, plus qu'une opportunité, la régulation, la réglementation serait un obstacle, alors, au niveau européen en tout cas, rapport à... Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Donc, nous, dans le groupe pour lequel je travaille, Breakthrough Energy, on a un programme qui est dédié à faire de l'advocacy. La raison étant qu'on pense que l'innovation toute seule ne va pas réussir à sauver la planète. L'innovation est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et une des autres conditions qu'on doit remplir, c'est justement faire progresser toute la partie législative et régulatoire. La seule chose, c'est qu'en Europe, le défi, c'est de simplifier l'existant, ce qui n'est pas nécessairement le cas en Chine d'une part ou aux États-Unis d'autre part. Et je pense qu'en Europe, honnêtement, on a des mécanismes ou des idées dans la façon de légiférer sur la transition verte qui sont vraiment en avance de phase. On a un énorme avantage là-dessus. Malheureusement, on le met mal en œuvre. Et donc, on gagnerait beaucoup à simplifier. Vicky Paguion, vous vouliez réagir ? Le gros problème de l'Europe, c'est nous sommes un géant réglementaire et un nain budgétaire, quoi. C'est ça le gros problème européen. Il faudrait que nous ayons des régulations intelligentes, moins de régulations, mais intelligentes, et puis qu'on ait des possibilités d'emprunt européen. Moi, je pense qu'il y aura tout le débat, j'imagine, du financement de l'innovation verte. Je crois beaucoup dans la nécessité d'un emprunt européen, comme il y a eu pour le Covid, mais de développer l'emprunt européen. On commence à le faire un peu. Et alors évidemment, il faut un contrat, il faut que les pays individuellement montrent un sérieux dans la gestion de leurs finances publiques, donc ça s'applique à nous en particulier. Mais moi j'ai mes propres idées sur comment on pourrait réduire notre déficit, mais ça c'est un autre débat. Je rétablirai la taxe d'habitation par exemple. Voilà, ça c'est une idée. Mais je pense que ça c'est vraiment le contrat Draghi, c'est-à-dire que les États membres montrent un sérieux dans la gestion de leurs finances publiques et en échange, on a cette capacité d'emprunt européen pour investir dans les innovations de rupture, en particulier dans la transition énergétique. Et je pense que cet emprunt européen pourrait être la base après de quelque chose qui serait de la banque de développement, c'est-à-dire que l'emprunt européen ferait le fonds public, quoi. Et puis après, il y a tout ce qui est le privé. Et on sait que, par exemple, la Banque européenne, la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, pour chaque euro qu'elle met, il y a 2 € ou 3 € supplémentaires qui sont mis par le secteur privé. Donc je pense que de la même manière que les chemins de fer ont été construits en France. Les chemins de fer en France, ça a été construit par un partenariat entre public et privé. Et je pense que pour la transition énergétique, ce sera pareil. Il faut qu'on puisse avoir une capacité d'emprunt européen. Et à partir de là, il y a un effet multiplicateur qui est lié à la participation du capital privé. C'est pour ça que j'étais toujours assez réticent à l'ISF vert, by the way, parce que c'est peut-être envoyer un mauvais signal au secteur privé dont on a besoin absolument pour réussir la transition énergétique. On ne la fera pas juste les États, il faut que le secteur privé s'implique également. Et vous alors, Antoine, vous qui êtes sur le terrain, vous avez ressenti ces obstacles, ces difficultés de réglementation, de financement ? Comment ça s'est passé pour vous ?
Alors moi, je vais me mettre un petit peu en contre-pied parce qu'on est dans un secteur très particulier. Nous, on recycle, donc on fait partie de l'économie circulaire. On est dans les énergies renouvelables et tout ça, c'est énormément poussé depuis, on va dire, une vingtaine d'années, même plus pour le recyclage par l'Europe. Et l'Europe, sur les réglementations environnementales, est un driver du changement. Donc on est en avance en Europe, notamment parce qu'il y a ces directives européennes sur les sujets du recyclage. Donc on a par exemple la directive des équipements électriques et électroniques, vos téléphones, vos réfrigérateurs. Les panneaux solaires font partie de ces catégories d'équipements électriques et électroniques et les producteurs sont obligés de fournir des solutions pour la fin de vie des équipements qu'ils mettent sur le marché. Donc nous, ça nous permet d'avoir, surtout en France où c'est bien fait pour les panneaux photovoltaïques, vous achetez un panneau photovoltaïque, vous payez une petite contribution qui permet à la fin de vie de gérer les panneaux photovoltaïques. Donc ça nous a créé un marché qui n'existe pas partout dans le monde et on a d'autres pays où on devra faire autrement, on devra se débrouiller avec moins de support de la réglementation. Par contre, on a toujours ce dont a parlé Allegra comme défi, c'est de partir de bonnes idées dans un laboratoire, créer une société, une start-up. On sait assez bien depuis, on va dire, une quinzaine d'années en France, créer des start-up. Après, par contre, faire survivre une start-up et la faire monter à l'échelle industrielle, ça, c'est plus compliqué. On a des mécanismes. Alors, depuis la création de BPI France et les soutiens de l'ADEME, nous, dans notre domaine, on a été pas mal accompagnés par des projets au niveau français, des financements publics, qui se mettent toujours en parallèle aussi de financements privés. Et ensuite, au niveau européen, on a été soutenu, donc, pareil, un contre-pied dans l'Institut technologique européen qui a différentes divisions. Il y en a une qui s'appelle InnoEnergy, qui est dans la partie énergie et qui est très, très active sur le soutien des startups. Donc, ils investissent très tôt et ils font en sorte que ces startups arrivent à maturité industrielle. Le niveau de sélection, il est assez élevé. Nous, on a la chance d'en faire partie et on est vraiment aidé par eux pour avancer et trouver aussi des investisseurs privés. On est aussi soutenu par différents programmes européens. Donc, il y a eu le fonds d'innovation de la Commission européenne. Il y a la Banque européenne d'investissement qui a des financements, mais eux, c'est des très gros financements. Donc, pour une jeune structure, ils ont encore un peu du mal à s'adapter à des nouvelles activités, des jeunes structures et notamment le gros défi pour une jeune entreprise comme nous qui, au départ, on ne gagne pas d'argent pendant pas mal d'années. Nous, on est deep tech, hein, c'est des bonnes idées de laboratoire, mais ça met 5-10 ans. Nous, on est plus proche de 10 ans avant de vraiment gagner de l'argent. Nous, on a eu besoin de plus de 10 millions d'euros depuis notre création. Et là, maintenant, on a besoin de plusieurs dizaines de millions d'euros pour aller dans les étapes suivantes. Alors, ça sera rentable, mais il faut des gens qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table et pas demander à récupérer leur argent au bout de 3 ans. Il faut que ça soit... Ils pourront le récupérer au bout de 10 ans, 15 ans. Et alors, il y a des investisseurs, Breakthrough Energy Ventures en fait partie, qui sont un peu différents, qui commencent à avoir une vision différente de ne pas vouloir rentrer puis sortir. Et ça, c'est permis aussi par un cadre qui se développe en Europe. Malheureusement, c'est encore un peu lent, mais qui est capable de mettre de l'argent dans des innovations de rupture et puis d'attendre avant que ça réussisse. Oui. Non, ça, c'est C'est-à-dire que dès que vous voulez vous développer, vous avez besoin d'aller aux États-Unis. Moi, j'étais à Boston, j'ai vécu à Boston 20 ans. Et j'ai vu des différents consuls de France à Boston se défiler. Et ils disaient, nous, notre principal problème, nous, on a des très bons start-upers français qui arrivent et qui disent, nous, on doit maintenant se développer, on n'arrive pas. C'est l'histoire de Pfizer. Pfizer, c'était très bien au début, puis après, ils ont besoin des États-Unis pour se développer. Et nous n'avons pas en France, en Europe, ce qui permet à Pfizer de ne pas avoir à aller aux États-Unis. Oui, Allegra, vous vouliez intervenir et peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les critères d'attribution justement des financements des projets chez Breakthrough Energy. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous suivez, au-delà de la technologie, de la remise en place d'un process, de toute une analyse qui précède en fait le financement, qu'on a tout à fait bien compris puisque vous êtes entouré pas seulement de financiers, mais de personnes dont c'est le métier de faire de l'industriel et du process. Mais est-ce que nous, on aurait le droit d'avoir les ficelles? C'est-à-dire, est-ce que vous allez nous livrer un petit peu quelles sont les conditions d'attribution des financements à quel niveau, quelles sont les sommes que vous prêtez, quels sont les critères en fait d'attribution du financement? D'accord. Je voulais juste rapidement réagir au sujet de ce qui vient d'être dit, parce que je pense que c'est un bon exemple quand je disais qu'on est très bon en Europe sur la partie
effectivement conceptuelles des nouvelles réglementations, mais on est assez mauvais dans leur mise en œuvre. Je pense que l'exemple qui a été donné sur InnoEnergy est assez parlant. En fait, tous les financements dans lesquels on peut prétendre en étant une start-up innovante en Europe, que ce soit l'EIC, que ce soit l'EIB, que ce soit InnoEnergy, que ce soit le plan Horizon, etc. Généralement, je crois que le taux de succès est de moins de 5% et ce sont des processus qui peuvent prendre plusieurs mois, ce qui n'est pas toujours évident pour une jeune société qui a des ressources limitées. Et donc, c'est là que je pense qu'en simplifiant, on pourrait soutenir beaucoup mieux et accélérer significativement l'innovation de rupture en Europe. En ce qui concerne votre question des critères d'investissement de Breakthrough Energy Ventures, la plus grosse partie, c'est vérifier la thèse d'impact. C'est donc vraiment comprendre comment est-ce que cette innovation va permettre de mitiger 1% des gaz à effet de serre une fois qu'elle aura été mise à l'échelle. Et pour pouvoir vérifier cela, il faut qu'on vérifie que d'abord ce ne soit pas une innovation incrémentale mais de rupture. Et il faut que quelque part son marché adressable soit suffisamment grand. Parce que si c'est un marché de niche, malheureusement, on n'arrive pas à 1% des gaz à effet de serre. Et puis, on continue à détricoter la logique pour que finalement cette technologie soit adoptée à l'échelle. Il faut que, économiquement parlant, elle fasse du sens. Et donc, on essaye de comprendre à partir de quel moment, généralement, c'est à quelle échelle de production on va devenir compétitif avec les alternatives fossiles qu'on utilise aujourd'hui. Donc, le plus gros de notre travail, c'est vraiment là-dessus. C'est pas évident parce que on investit dans des sociétés qui parfois ont tout juste un pilote et sortent du labo et elles n'ont pas nécessairement toutes leurs hypothèses qui sont validées en termes de mise à l'échelle et du coût auquel elles pensent pouvoir prétendre en bout de course. Et donc ça, c'est en grande partie le risque qu'on accepte de prendre et de travailler aux côtés des entrepreneurs main dans la main pour essayer de les faire progresser sur leur roadmap produit et recherche et développement le plus rapidement possible et en prenant le moins de risques en matière de capital, mais il y a néanmoins des étapes auxquelles on ne peut pas se soustraire. Et le reste de l'analyse ou de nos critères sont assez basiques ou assez standards au sens où toute l'industrie du venture capital les regarde aussi. Et donc, la deuxième partie, c'est typiquement l'humain, c'est l'équipe. Parce que quand on fait un investissement au capital, dans notre cas, on le fait dans une technologie qu'on estime prometteuse, mais on le fait surtout dans une équipe. Et c'est une équipe dans laquelle on investit de l'argent, mais on va investir du temps et de l'énergie. Et finalement, un investissement en capital, ça peut être plus engageant qu'un mariage, au sens vous débarrasser d'un actionnaire, c'est assez compliqué. Et une grosse partie de notre équipe en fait est constituée d'ex-entrepreneurs. C'est aussi mon cas. Donc c'est des gens qui ont déjà fait l'expérience d'être entrepreneurs, qui savent que c'est un peu comment on appelle ça, un roller coaster, un manège qui a des hauts et des bas, que être CEO et fondateur d'une start-up, ça peut être un job qui est assez difficile, où on se sent seul. Et donc pouvoir compter sur un actionnaire qui, comprend les tenants aboutissants de votre technologie, qui comprend l'ampleur des défis que vous essayez de relever et qui met la main à la pâte, ça peut faire une grande différence. D'accord. Vous sembliez dire, lors de la préparation de ces entretiens, on a eu l'occasion d'échanger déjà, que bien souvent, ça vous attriste de voir que l'attribution des investissements qui sont faits en Europe sont bien inférieurs à ce qui peut être fait aux États-Unis. Pour rejoindre ce que disait Philippe Aguillon tout à l'heure, vous aviez l'exemple d'entrepreneurs qui... lassés de ces obstacles financiers et réglementaires, finalement, passaient outre-Atlantique. Ça aussi, c'est un enjeu géopolitique majeur, et climatique bien sûr, mais géopolitique aussi.
Est-ce que vous auriez la possibilité de nous délivrer 1 ou 2 exemples ou nous donner des sommes qui correspondent justement à la part des investissements aux États-Unis comparé à ceux qu'on peut faire en Europe? Je pense que c'est pas loin du simple double. Ce qui se passe, c'est qu'en Europe, typiquement, le marché du venture capital, donc tous les investissements directs en capital qui sont faits dans des jeunes sociétés qui typiquement ne sont pas encore rentables, on est à moins de la moitié de ce qu'il y a aux États-Unis. Et donc, en fait, les États-Unis ont une approche au risque, je pense, dans la façon dont ils font des investissements qui est un peu différente de la nôtre. Ils ont une approche culturellement au succès et échec qui est un peu différente de la nôtre aussi, et ça joue. Parce que bon, quand on regarde un Elon Musk, il s'est planté quand même 2-3 fois avant d'avoir les succès qu'on lui connaît, et ça ne l'a pas empêché de devenir fondateur et CEO de Tesla. Donc, il y a des aspects culturels. Et on empathie un peu parce que du coup le marché du venture capital en Europe, en tout cas sur tout ce qui a trait aux innovations pour le climat, est principalement mené par en fait des corporates, donc des sociétés industrielles qui, dans le cadre de leur politique de recherche et développement, gardent une partie qu'ils investissent dans des jeunes sociétés. Et ça a des pour et des contre, ça dépend de la société en question et de sa culture d'entreprise et de sa politique d'investissement, mais c'est pas assez par rapport à ce que le capital privé dédie aux États-Unis. Je peux donner un petit exemple assez concret. Nous, chez Rosie, donc on est bien soutenus par les pouvoirs publics, comme je l'ai dit. On est assez chanceux parmi l'ensemble des startups. Mais pour nous, lever 10 millions d'euros, maintenant des dizaines de millions d'euros, ça a été compliqué, c'est compliqué. Ça demande énormément d'énergie au sein de l'équipe. On parle à beaucoup d'investisseurs qui sont très pointilleux. Aux États-Unis, il y a quelqu'un, bon, c'est un multi-entrepreneur qui a déjà eu beaucoup de succès. Il a eu cette idée, je l'ai eu au téléphone plusieurs fois quand il avait l'idée. Il a levé 30 millions sur une idée et une équipe. Il n'avait pas de technologie, il est arrivé, il a dit les panneaux solaires, ça va être un problème. Les investisseurs ont investi et nous, on a des investisseurs privés en Europe qui sont très pointilleux sur des détails sans suivre cette idée générale que l'industrie va changer, il y a besoin de faire quelque chose, il faut prendre des risques et ça peut être fait rapidement et sans perdre trop d'énergie à regarder des détails sur des hypothèses qui sont très difficiles à faire parce que prévoir un business à 10 ans sur une start-up, comme ça a été dit, entre ce qu'on fait dans un labo et ce qu'on fait à l'échelle industrielle, prévoir les modalités économiques dans lesquelles ça se fait, ça repose sur de trop nombreuses hypothèses pour qu'on puisse avoir des choses vraiment sérieuses au tout début d'une start-up. Donc ça rejoint vraiment l'idée que l'innovation à elle seule ne peut pas sauver la planète et qu'il faudrait, si je comprends bien ce que vous nous dites, un modèle culturel différent. Alors, il s'agit donc de financement, il s'agit de cadre légal et il s'agit d'éducation. Et c'est là où en tant que professeur, on a certainement un petit rôle à jouer tout de même. Par rapport à la Chine, par contre, c'est vrai qu'on oppose souvent Europe et États-Unis. J'aurais voulu intervenir sur un point, mais le débat sur la décroissance. Je trouvais que c'est un débat je ne sais pas si on a envie de le soulever. Si, c'était justement, j'allais en parler pour. D'accord. C'est pour conclure ce regard. Après, on prendra quelques questions. Enfin, je pense donc certains prônent plutôt la sobriété, effectivement, et la décroissance. D'autres plutôt le solutionnisme technologique. Et donc, je voulais poser à tous les trois, si on a le temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un équilibre peut être trouvé? Et enfin, si on choisit le solutionnisme technologique, par exemple, si une solution de grande échelle est trouvée pour le captage de CO2, eh bien, il ne faut-il pas craindre un effet rebond, qu'on consomme plus à long terme? Juste sur la décroissance, je voulais juste. Donc d'abord, ça a été mentionné dans le débat précédent, il y a une coïncidence forte entre le décollage économique de 1820, enfin la courbe de Madison, le décollage de la croissance avec la première révolution industrielle et l'augmentation, l'utilisation des ressources évidemment naturelles, mais également la température. Si on voit l'évolution de la température, elle se met à grimper très vite, exactement
au moment de la révolution industrielle. Donc c'est vrai que si on regarde ces courbes et la coïncidence de ces courbes, c'est très difficile d'expliquer que le réchauffement climatique n'a rien à voir avec la croissance, quoi. Je veux dire, c'est très très compliqué, quoi. Voilà. C'est en tout cas l'évidence est flagrante. Donc de ce point de vue-là, ils ont raison. Je pense qu'également, ils ont raison quand ils disent qu'il faut être sobre. Il faut innover dans nos habitudes, quoi. Il faut peut-être prendre moins l'avion, faire plus de zoom, baisser un peu le chauffage la nuit, pas laisser toutes les lumières allumées. Je trouve qu'il y a des recommandations de sobriété. Donc il faut innover dans nos comportements, dans nos modes d'organisation. Ça, c'est beaucoup quelque chose que prônent les partisans de la décroissance. Donc là-dessus aussi, ils ont raison. Alors moi, au début, j'ai dit oui, d'accord, mais ça ne suffit pas. On a eu un exemple de décroissance avec le premier confinement. On a dû confiner. Notre PIB a baissé de 35% entre mars et mai-juin 2020 et nos émissions de CO2 ont baissé de 8%. Mais on ne pourrait pas être sans arrêt continuellement en premier confinement. Donc, il faut l'innovation verte, quoi. On ne s'en sort pas. Mais il y a quand même quelque chose qui va dans le sens de ce que disent un peu les partisans de la décroissance. C'est de dire la chose suivante. On peut innover dans la quantité, par exemple la croissance de la productivité, vous voyez le PIB, la croissance du PIB. On peut être quantitatif ou qualitatif. Et on se rend compte que des économies plus développées, même nous quand on gagne davantage, on va davantage vers le qualitatif. Par exemple, je vais aller prendre un bon repas. Un bon repas, c'est la même quantité de nourriture, mais il y a davantage de temps passé à préparer un bon repas. Ou une voiture, plus de luxe. Et c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, quand les gens s'enrichissent, eh bien, les préférences sont ce qu'on appelle non homothétiques, c'est-à-dire qu'ils tendent à aller davantage vers la qualité, en fait, voyez, vers le plat de qualité, etc. Et ce qui est très intéressant avec la qualité, c'est que, elle est mal mesurée par le PIB. La croissance de la qualité est mal mesurée par le PIB. Par exemple, maintenant, vous pouvez prendre plein de photos avec votre iPhone par rapport aux vieilles caméras. Ce n'est pas mesuré dans le PIB, comme il faut. Il y a plein de choses qui sont mal mesurées par le PIB, d'accord ? Et deuxièmement, c'est service intensive, c'est-à-dire que pour préparer un bon repas, c'est beaucoup des services, et les services sont beaucoup moins polluants que le manufacturier. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire, c'est quand même un élément d'espoir, ça veut dire qu'à mesure que nous nous enrichissons, il y a une tendance quand même des consommateurs à aller vers la qualité. Et la qualité, c'est quelque chose, la croissance de la qualité, c'est quelque chose qui à la fois est moins bien reflété dans la croissance du PIB. Donc les gens de la décroissance disent qu'il ne faut pas se braquer sur la mesure de la croissance du PIB. Et en même temps, ça utilise surtout des services qui sont moins polluants. Donc il y a quand même un espoir de dire, et il faut aller vers la qualité. Vous voyez, c'est des choses qu'on entend dans leur langage. Et là, moi, j'ai développé un papier, je suis sur un travail avec Zili Botti et d'autres co-auteurs, où on montre que, exactement, les gens que quand les économies se développent, elles vont vers la croissance par la qualité, qu'elle est moins bien mesurée, qu'elle est plus service intensive et donc moins polluante. Et c'est intéressant parce que si on mettait des barrières contre la Chine, par exemple, si on disait, voilà, la Chine, on va mettre des barrières douanières comme fait Trump et un peu Biden aussi. Le problème de ça, c'est que ça va retarder l'enrichissement des Chinois et donc ça va retarder leur transition vers la qualité et vers le service intensif. Donc il faut faire très attention, et d'ailleurs plus généralement, je suis assez Kissinger sur ce plan-là, je comprends qu'on veuille être protectionniste à l'égard des Chinois sur certains composants militaires, etc., mais veillons à ce que ça n'ait pas de conséquences négatives sur leur contribution fondamentale à la transition verte au niveau mondial, voyez. Et Merci. Là, il peut y avoir un mécanisme pervers, si je mets trop de barrières douanières contre certains pays, ça peut retarder leur enrichissement, et donc ça peut retarder leur transition vers la qualité plutôt que la quantité, et donc vers le service plutôt que le manufacturing. Merci Philippe pour cet éclairage. Tout n'est pas faux dans ce que disent, je suis un peu lent, mais tout n'est pas faux dans ce que disent les économistes de la décroissance, simplement ce n'est pas du tout incompatible avec l'idée de croissance, mais c'est croissance des utils, et avec l'idée que l'innovation est fondamentale, vous voyez ? Oui. Je prends certains éléments de chez eux, mais je les absorbe. C'est très pernicieux ce que je fais. Après, ça ouvre un autre débat. Je les enveloppe, vous voyez. Voilà. Est-ce qu'on peut appuyer toute une économie sur uniquement des services ? Enfin, ça ouvre tout un débat supplémentaire. Allegra, vous vouliez ajouter quelque chose, peut-être ? Un petit mot ? Très rapidement, parce que je pense que vous voulez effectivement laisser un peu de temps aux questions-réponses. Je suis aussi partisane du fait qu'il faut éviter l'aléa moral. Donc, on a besoin d'innovation technologique pour se sortir du pétrin dans lequel on se trouve sur le plan du climat, mais ça ne suffira pas. Et donc, chaque citoyen doit aussi changer son comportement dans la mesure du possible. Et ça permettra de diminuer partiellement les émissions actuelles, mais on a besoin d'innovation technologique pour arriver à un stade
on n'émet plus rien, à net zéro. Donc ça, c'était le premier point. Le second, c'est, j'ai pas vraiment d'avis en fait s'il faut poursuivre comment dire, une forme de décroissance économique ou non. Par contre, ce dont je suis intimement convaincue, c'est qu'on doit mesurer la croissance d'une façon toute différente. Donc, dans l'état actuel, tout le monde est obsédé par la croissance du PIB, qui est une somme de transactions. Et tant qu'on sommera des transactions sans prendre en considération, en fait, les externalités qui sont générés par tous ces services et tous ces produits qui sont consommés, on mesure la mauvaise chose. Donc, il faudrait en fait mesurer un PIB ou une croissance de PIB nette des externalités, donc le fait qu'on consomme des ressources au fur et à mesure qu'on produit un certain nombre de produits et services et on produit des gaz à effet de serre qui réchauffent notre planète. Merci pour cette précision. Antoine, un petit mot ? Alors, moi, je suis intimement convaincu qu'il faut aller vers plus de sobriété dans de nombreux domaines, et dans le domaine de l'énergie et des ressources minérales qu'on prélève dans la planète, il faut aller vers ça. Mais il y a un domaine qu'on ne peut pas éliminer, c'est que notre réalité matérielle actuelle, même si on diminuait par 4 nos besoins en ressources, il faudrait toujours transformer énormément de ressources en produits, et ça, c'est l'industrie qui le fait. Malheureusement, moi, j'ai grandi dans un système éducatif où l'industrie avait une très mauvaise image en France. En Allemagne, c'est moins le cas, mais bon, ça devient le cas. C'est en train de changer, je pense, récemment. On remet l'industrie comme étant quelque chose au final, un mal nécessaire un petit peu. Mais je pense que dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, il faut vraiment prendre en compte que l'industrie, elle se transformera avec les personnes qui vont l'intégrer au fur et à mesure, les nouvelles personnes qui vont rentrer avec des nouvelles idées que celle d'il y a 50 ans, quand en gros une bonne partie de l'industrie française s'est créée. Et il y a une révolution à faire dans l'industrie qui est la même que celle d'il y a 50 ans, avec des idées complètement différentes. Et nous, on a aujourd'hui des jeunes étudiants qui finissent leurs études, qui joignent Rosie, et c'est une expression que certains ont utilisée, ils signent avec le sang, quoi. En gros, ils sont tellement motivés par ce nouveau type d'industrie que c'est vraiment quelque chose qui les intéresse. Et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, les motivations pour rejoindre l'industrie ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans. Malheureusement, les grandes entreprises, elles ont un peu du mal à suivre cette transition. Nous, les jeunes entreprises, on a des opportunités, et on espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui arrivent formées avec les compétences techniques pour participer à cette transition de réduction des impacts, quoi. On voit à quel point nos jeunes, effectivement, ont besoin de donner sens à leurs activités professionnelles. Et là, dans le cadre de l'industrie, pour aller vers une amélioration, une sobriété, c'est quelque chose qui doit être source de motivation, effectivement, pour eux, une source supplémentaire. Donc, vous les accueillez, des jeunes formés régulièrement chez Rosie Solar. Oui, on a une jeune moyenne d'âge. Le message est passé. Merci. On va passer peut-être aux éventuelles questions dans la salle. Oui ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Oui, bonjour. C'est par rapport à ce qu'on a entendu hier de la part du représentant d'ADP, Aéroport de Paris. Il nous a donné des chiffres vertigineux sur l'investissement dans l'aérien, les compagnies indiennes, turques, etc. Et avec un potentiel de croissance énorme dans ce secteur, très polluant. Donc ma question, c'est: avion à hydrogène, espoir ou mirage, ou faut-il en passer par une réglementation sur des quotas ? Voilà. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, un gros défi. Donc, votre question, c'était comment réguler, instaurer des quotas par rapport à tout ce qui a trait à l'aérien, au transport aérien, qui ne fait que finalement se développer. Et l'augmentation du trafic aérien. Ça va probablement pas tarder, hein, sachant que par exemple le shipping est désormais monitoré par une des directives européennes depuis janvier de cette année, sauf erreur. Et donc tous les bateaux qui partent ou qui arrivent en Europe, 50% de l'empreinte de leur trajet
rentrent désormais dans des quotas qui sont ensuite, s'ils dépassent le quota, ils doivent acheter des crédits carbone sur le marché. J'imagine qu'à un certain moment, ils vont faire de même pour l'aérien. Une autre chose qui pourrait être envisagée pour l'aérien, c'est que à un certain moment, il soit régulé, ne serait-ce qu'à l'échelle régionale, qui peut être en fait remplacé par d'autres modes de transport qui sont beaucoup plus vertueux, comme le train. Je pense que, par exemple, un vol Bruxelles-Paris ne fait aucun sens. Donc, il y a quand même beaucoup de vols régionaux qui pourraient être tout simplement interdits et remplacés par le train. Ça pourrait être une solution. En ce qui concerne l'avion à hydrogène, écoutez, je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Je pense qu'on compile des difficultés techniques. Breakthrough Energy Ventures a fait un investissement dans une société qui essaie de faire voler de manière régionale un avion sur une pile à hydrogène. Je pense que c'est un pari difficile. Je pense que l'avion électrique a quand même plus de chances de voir le jour que l'avion sur une pile à hydrogène. Mais c'est mon avis personnel. Merci. On va peut-être prendre une dernière question. Bonjour. J'ai 3 remarques à faire. Je mets mes lunettes, excusez-moi. La première, c'est, vous avez parlé du marché carbone. Effectivement, on a été les premiers à le mettre en place et aussi à l'abandonner, plus ou moins. Pourquoi ? Parce que le prix de vente le prix est tellement bas qu'il n'y a aucun intérêt pour les vendeurs à venir vendre un droit à polluer. Donc, je voulais savoir s'il y avait une solution alternative à votre sens. Deuxième remarque, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'on ne régule pas assez. Alors, par exemple, pour ce qui concerne les appels d'offres pour financer des projets de recherche et développement par la Commission européenne, ils sont ouverts à un panel très très complet d'acteurs, notamment des noms d'États membres, qui donc ne contribuent pas à financer les fonds qu'ils reçoivent. Pareil, est-ce que vous avez une remarque à ce propos ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faut limiter les réponses aux appels d'offres seulement aux partenaires des États, aux États membres de l'Union européenne, donc des chercheurs qui soient seulement européens. Et troisième point, donc il y a ce qu'on appelle à la Commission, mais pas seulement, la Dust Valley de l'innovation. Donc c'est un problème qui n'est pas résolu à ce point de nos réflexions. La Commission européenne a paramétré, donc au moment où elle a décidé d'engager des fonds pour financer l'innovation, qu'au-delà de 3 ans de financement, donc c'est la durée moyenne de financement des projets, les projets vivraient d'eux-mêmes, c'est-à-dire que les entreprises seraient créées. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc, il y a peut-être une solution qui commence à émerger, c'est la création de GIE, GIP, donc des groupements en fait un peu informels entre chercheurs, sachant que pour faire le lien donc entre les 10 ans de financement nécessaires et les 3 ans assurés. Et sachant qu'en matière de cybersécurité, là, je fais vite, la Commission coordonne, donc excusez-moi, mais oui, je pense que ça doit être dit, coordonne donc pour arriver à la création d'un GIE. Dernière remarque, et là je m'arrêterai vraiment. Est-ce que vous connaissez Scale Up Europe ? Merci. Ça fait beaucoup de questions là. Il nous reste à peu près 1 minute. Moi, je peux réagir très rapidement sur la partie taxe carbone. Donc, effectivement, moi, c'est un sujet que j'ai pas mal suivi du point de vue économique. Il y a eu des gros soucis sur les 10 premières années du marché. Aujourd'hui, elle est pas la taxe carbone, pardon, le marché des crédits carbone. Ça concerne que les industries très polluantes. Donc, c'est qu'une petite partie de l'économie. Ça a été beaucoup détourné en désindustrialisant, par exemple, l'Europe. Par contre, aujourd'hui, nos clients de matériaux, dans le verre, dans le silicium, c'est des gros émetteurs. Ils sont soumis à la taxe carbone et c'est un gros motivateur pour eux de changer leurs pratiques. Alors, c'est des vieux groupes qui ont beaucoup de mal à changer les choses, mais au moins, c'est une petite incitation financière à le faire et ça permet aussi d'innover de ce côté-là. Parfait. Bon, on va clore. Sur le carbone. Allegra, oui, pardon. La difficulté, c'est qu'en fait, le champ d'application, donc les industries qui étaient visées étaient au départ très réduit et c'est en train de s'élargir. La deuxième difficulté, la raison pour laquelle en fait le prix
du quota ou du crédit carbone était si faible, c'est qu'ils ont reçu plein de quotas pour pouvoir polluer. Et donc leur laisser le temps de s'adapter. Mais ces quotas sont en train de tomber en désuétude et donc le prix du crédit carbone est en train de monter. Donc le problème auquel vous faisiez référence est en train de disparaître. Et sur le deuxième point, je suis d'accord avec vous. Moi, je ne demande pas mieux qu'on fasse un peu plus de protectionnisme parce que les États-Unis et la Chine le font, donc pourquoi pas nous? Protectionnisme vert. Et ben c'est sur cette note positive qu'on va terminer cet entretien. Merci à nos invités. Merci. Beaucoup.